I'm singing in the night, light up your eyes. Dream in the night, I'm singing on the moon, light up your eyes. Bonjour et bienvenue dans un nouveau top 10 d'MJ Prison. Putain, 4 ans. 4 ans qu'MJ Prison existe, avec une vidéo sans atroce donnant le bénéfice du doute à une grosse daube que j'ai été assez naïf de penser qu'il aurait pu être bon. Et surtout 4 ans que vous me suivez avec ma plus grosse création, Alert Spoiler. L'aventure épique d'un critique de film dans l'univers de l'imagination où il affronte terribles bouses et découvre de superbes œuvres, mélangeant bien sûr critique à la nostalgie critique et aventure de SF à la Doctor Who. Là où je me souviens de jeux d'acteurs peu énergiques, d'improvisation gênante, de montage essayant de cacher le fait que je suis trop fainéant pour refaire mes phrases et de blagues qui ne volent pas toujours haut, mes fans se souviennent de moments hilarants, épiques, voire émouvants avec des personnages cool et une passion partagée du cinéma. Et ça fait vachement plaisir de voir qu'Alert Spoiler a plu à autant de monde. Bon, d'accord, c'est pas le succès de Star Trek ou quoi que ce soit, mais hey, des tas de personnes qui attendent impatiemment la saison 2, des fan art et même des cosplays. Je peux pas m'empêcher de me sentir reconnaissant pour tous mes fans. Et puis je dois reconnaître que même si quelquefois, du point de vue technique et du point de vue jeu d'acteur, j'étais pas super top, je me suis bien amélioré ces temps-ci. Et niveau critique, je me démerdais très bien. Et scénaristiquement, j'avais plusieurs bonnes idées dans cette série. L'idée de l'Imaginavers, les personnages représentant certains aspects de l'industrie du cinéma, et un personnage central qui, de son côté, suit un cheminement psychologique durant la saison 1, plus intéressant que je ne l'avais cru quand je l'ai mis en scène. Alert a commencé comme un simple aventurier désireux de faire ce qui lui chante pour croiser ensuite l'aviateur qui veut l'amener à prendre en compte ses responsabilités, mais Alert reste un électron libre, alors l'aviateur force son point de vue comme le critique sévérien juste qu'il représente, et nous impose la vision du fléau de l'imagination, Dead Fox, incarnation du néant de l'imagination. Et quand Alert voit les dégâts que provoque ce fléau, il ne pense qu'à fuir pour continuer à vivre comme il l'entend, ce qui a de lourdes conséquences dont il fuit encore une fois la responsabilité. Mais une attaque des costards-cravates le met en rage au point de foncer tête baissée pour améliorer l'Imaginavers et combattre les pires entités de l'Imaginavers, ce qui l'amène qu'à plus de rage et à sa mort symbolique après avoir vu Disaster Movie. Et oui, c'est ok de faire une telle analyse sur un truc qui n'était pas pensé comme ça à l'origine, c'est tout à fait possible. Mais ce qui me plaît le plus à travers Alert Spoiler, c'est à quel point les gens ont accroché à mon histoire ridicule et qu'ils ont même voté pour leur moment préféré. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour rendre hommage à tous ces fans qui m'ont donné envie de continuer les aventures de ce jeune critique de film qui voyage dans l'espace dans une petite boîte bleue avec un cartoon mal animé et mal dessiné. Donc basé sur les votes des fans, voici le top 10 des meilleurs moments d'Alert Spoiler saison 1. Numéro 10. La critique de Fullmetal Alchemist. Ça fait plaisir de voir autant de gens apprécier une de mes critiques les plus positifs dans un domaine où la haine pour une œuvre ratée est plus appréciée par le public d'internet. Donc pour qu'autant de gens votent pour une critique positive, il faut que cette critique soit suffisamment passionnée pour transmettre cette passion aux autres. Ou caresser dans le sens des poils les fans du truc qui est critiqué. Ce qui est sûrement le cas dans cet épisode. Ouais, peut-être est-ce dû au fait que j'ai vu cet épisode 4000 fois durant le montage ou quoi, mais je trouve que c'était pas mon meilleur épisode. C'était pas mon pire étant Highlander. Et la vidéo où je donne le bénéfice du doute à Dragon Ball Evolution, mais enfin, c'était pas mon épisode le plus abouti. Bien que tout ce que j'y ai dit, je le pense, je ne pense pas avoir réussi à rendre hommage à cette série et faire la critique qu'elle mérite. En fait, je passe plus mon temps à résumer la série qu'à réellement commenter ou critiquer. Même si je critique à certains moments. Et mes gags ne volent pas haut durant cet épisode. Regarde, Ed, je crois que ça tourne pas rond. Bah techniquement comme c'est une tornade, ça tourne en spirale, pas en rond. Et pour le reste des gags, je m'amuse avec la série plus que de la série. Et c'est le problème quand je critique quelque chose de plus drôle que moi. C'est pour ça que généralement j'évite de critiquer des comédies. Sauf quand elles sont vraiment mauvaises, ou que je peux la montrer dans un angle plus intéressant pour intéresser un public qui n'a jamais essayé cette série. Chose que je prévois de retenter dans la saison 2. Mais voilà, tout ça pourrait passer si je devais convaincre des néophytes que Fullmetal Alchemist est génial. Mais au vu des commentaires, j'ai surtout prêché auprès de convertis. Et encore une fois, j'en ai pas fait une super représentation. Et ma critique de Fullmetal Alchemist Brotherhood était un beau bordel. En partie parce que quand j'ai tourné l'épisode, je n'avais pas vu toute la série. J'avais toujours de quoi critiquer, comme le fait que ça tournait trop dans le shonen cliché à certains moments, mais j'ai pas expliqué le vrai problème de Brotherhood.
Le fait que la partie de l'histoire déjà racontée dans la première série était racontée en accéléré, histoire de vite passer à ce que la première série n'avait pas adapté, faisant que ce reboot dépende trop qu'on connaisse la précédente série ou le manga, et offrant une première partie trop peu passionnante. Il y a un truc que je ne regrette pas à propos de cet épisode, c'est que grâce à cet épisode, j'ai pu travailler avec Roxane Herzmeyer. Oui, je sais comment prononcer son nom maintenant. Avant, je faisais les illustrations d'épisodes moi-même, ce qui donnait des dessins pas super. Mais grâce à Facebook, Roxane m'a contacté et a proposé ses services pour faire les prochaines illustrations. Au début, j'étais pas trop joyeuse parce que j'étais assez fier de certains dessins que j'avais fait en avance, même s'ils volaient pas tous haut. Mais bon, je lui ai donné sa chance. Alors je lui ai proposé de faire un petit test et de faire une illustration sur Alert Spoiler et Fullmetal Alchemist. Et elle m'a donc envoyé quelques jours plus tard ceci. Ce dessin est tellement génial que j'ai changé d'avis et j'ai fait de Roxane mon illustratrice officielle. Jusqu'à ce qu'elle dû démissionner pour se consacrer à ses études. Mais vous en faites pas, on n'a pas coupé les ponts pour autant. On a même quelques projets en commun qui devraient vous plaire, dont un que vous verrez bientôt dans Alert Spoiler. Mais l'épisode en lui-même, s'il y avait un épisode que je devrais entièrement refaire, ce serait probablement celui-là. Et celui sur Highlander. Mais bon, il vous a plu, et c'est ce qui compte au final. L'épisode sur Fullmetal Alchemist, une critique d'une série tellement géniale que mon épisode paraît pauvre à côté. Numéro 9. Le cri dans l'espace. Quand un film te fait crier au point que ton cri peut être entendu à travers l'espace, c'est qu'il est vraiment, mais alors vraiment atroce. Et quoi de plus atroce que deux stéréotypes sud-américaines débiles chantant la cucaracha sans raison et comme des casseroles. C'est un cri que j'entends? Un cri? Dans l'espace? J'aime beaucoup ce gag parce que non seulement il résume bien mon dégoût vis-à-vis du film, mais en plus, c'est un délire assez hilarant. Ce qui, quelque part, montre que je suis supérieur au film. Je suis supérieur à ce film parce que je n'ai pas besoin de m'aventurer dans ce genre de ridicule humiliant pour être drôle. J'ai juste à être drôle, tout simplement. Et il n'y a pas mieux pour démolir une mauvaise comédie que montrer qu'un jeune étudiant avec une caméra de supermarché est plus drôle. Et le plus beau dans tout ça, c'est que le gag n'est pas très original en lui-même. Pas mal de séries et même des critiques ont fait le coup du cri et du travelling arrière qui va jusqu'à l'espace. Mais bon, j'étais quand même content du résultat. Du montage, de Vandelkach qui l'entend et du fait que tout l'imaginaire puisse entendre mon cri d'horreur, c'est un petit moment, mais Dieu que ce petit moment était bon. Le cri dans l'espace. Parce que Braz est tellement horrible qu'on peut t'entendre crier là où l'air ne peut pas transmettre le son. Numéro 8. Pokémon versus Digimon. Comme pour Fullmetal Alchemist, je pense que c'est le sujet plus que l'épisode qui plaît autant. Ramener cette fameuse guerre entre les surestimés Pokémon et les sous-estimés Digimon. Mais, contrairement à l'épisode sur Fullmetal Alchemist, je pense que c'était un très bon épisode. Malgré l'aspect technique qui est mal vieilli, bien entendu. Ici, j'étais très inspiré dans les arguments, mais aussi dans les gags. J'avais des choses intéressantes à dire à propos de ces deux sagas. En quoi je détestais cette série qui a certes fait partie de mon enfance, mais qui était quand même très pourrie. Et en quoi j'adorais cette autre série qui m'a plus apporté émotionnellement et épiquement que la plupart des autres séries de mon enfance. Oui, je sais, épiquement ça n'existe pas comme mot. Mais ça le devrait. Du verbe épiquer. Genre, Steven Spielberg a épiqué Tintin. Ou la stupidité de Paul W. Anderson a été épiquée dans Resident Evil Retribution. Mais enfin, l'épisode démontre surtout un fait qui ne doit jamais être oublié. Le succès ne veut pas dire qualité. Pokémon a beau avoir un succès planétaire qui fait qu'elle continue toujours à ce jour, ça reste une série débile qui tourne en rond depuis la première saison avec des personnages peu intéressants ou charismatiques et une intention purement commerciale. Du genre, regarde le joli Pokémon que tu peux avoir dans la version vert cacadois du jeu qui sera sûrement plus amusant que le truc qu'on te montre là. Tandis que Digimon, bien qu'ayant eu moins de succès et n'ayant pas un produit aussi intéressant que Pokémon à vendre avec sa série, il réussissait là où Pokémon a échoué. Faire de bons personnages, raconter une aventure qui va quelque part, offrir des moments épiques et des moments d'émotion, et surtout avoir des mecs talentueux derrière, comme l'excellent Mamoru Hosoda, qui a fait les excellents La Traversée du Temps, Summer War et Les Enfants-Loups Ameyuki. 3 films que je vous conseille absolument de voir si vous êtes fan de la Japanimation et que vous êtes curieux de voir ce qu'aurait donné un Twilight qui n'est pas pourri. Pour la vidéo en elle-même,
J'adore me foutre de la gueule de Pokémon. Ils deviennent tellement ridicules à essayer d'étendre et de rendre leur univers plus riche et plus construit. Ils nous sortent des idées tellement débiles et en même temps ils n'apportent pas beaucoup d'idées. Je veux dire, Pokémon n'est pas du tout le monde que tu devrais exploiter parce que ce monde n'a qu'un but. Amuser des joueurs en leur proposant un petit RPG sympa et mignon. Quand t'essayes d'apporter un niveau narratif et consistant à ce genre d'univers, tu risques de te planter à coup sûr, parce qu'ainsi, tu te mets à voir à quel point cet univers n'a aucun sens. C'est quand même un monde où un gamin de 10 ans part tout seul, quitte sa famille et l'école pour se mettre en danger et faire des combats de coqs mutants. Pour faire une bonne histoire avec ça, il faut soit changer beaucoup de choses, soit savoir comment expliquer et intégrer correctement les éléments du jeu. Et en 500 épisodes, ils n'ont pas été foutus de bien faire leur boulot. Ils n'arrivent pas trop bien à nous montrer comment des régions isolées de ce monde marchent, et encore moins comment le monde en lui-même marche. Je veux dire, est-ce que des gens font des guerres avec les Pokémon? Est-ce qu'ils décident qui dirige le monde avec un combat de Pokémon? Et encore une fois, cette série tourne en rond. Il y a plus de remplissage que dans les Feux de l'amour dans cette série. Même quand j'étais jeune et stupide, cette redondance commençait à me saouler au point que j'ai lâché le truc au milieu de la saison 3. Je me manque aussi de Digimon, mais je n'arrive jamais à être aussi drôle qu'avec Pokémon. Et pourtant, j'en sors quelques bons gags. Salut Agumon. Non, moi je suis Coromon. Ah, bonjour Coromon. Oh putain, un monstre. Vite Coromon, bute-le. Non, là je suis Agumon, je me suis transformé. Ah, ok, Agumon, crame-le. Non, là je me suis transformé en Greymon. Ah, pardon Greymon. Greymon, désintègre-le. Non, là je me suis encore transformé, je suis Metal Greymon. Ah, ok. Wouah, t'as réussi Elban, bravo Metal Greymon. Non, là je suis encore transformé en Coromon. Et tu vas arrêter tes conneries, oui. Appelle-toi Kevin comme tout le monde. Ma critique de Fullmetal Alchemist aurait dû ressembler à cette critique-là. Argumenté et explicatif avec des gags bien marrants. Il existe toujours certaines personnes qui me reprochent de critiquer Pokémon, mais dans l'ensemble, la plupart des gens se sont rangés de mon côté vis-à-vis de mon point de vue sur les combats entre ces deux licences, et a permis à certains d'entre eux de découvrir la version originale de Digimon, sans gags stupides ou musique merdique de la part de Fox Kid. Pourquoi avez-vous droit à la pizza et moi seulement aux croûtes? On te pardonnera jamais pour ça, Fox Kid. Pokémon versus Digimon. Un combat où la qualité surpasse le succès. Numéro 7. Hentai. Oh mon dieu, les hentai. Je pense que ce gag résume tout. C'est gentil de ta part, Woody, de rajouter des arguments comme quoi dans la Japonie ils osent des trucs que les dessins animés occidentaux n'osent pas. Mais je te trouve très important de me rappeler quelque chose que je t'avais formellement interdit, de me rappeler quelque chose de tellement horrible et dégueulasse que je m'étais préparé psychologiquement à les bloquer à ces souvenirs pour être sûr de ne plus me rappeler des choses horribles. Ces tentacules qui violent des personnages, des bêtes mutantes, des attends une minute, tu me l'as rappelé? Je devrais te tuer pour ça! Ça résume parfaitement mon histoire avec les hentai. J'avais commencé à m'intéresser aux hentai après avoir vu quelques japanimations un petit peu romantiques, soi-disant pour filles, les genres du shoujo et tout, du genre Love Now, Ayori Auchi ou Fruit Basket. Des séries sympatoches mais dont la pudeur commençait à me frustrer. Je commençais à en avoir marre de leurs hésitations vis-à-vis du sexe. Et j'avais envie de voir du sexe à la japanime, surtout avec la manière dont ils rendent leurs personnages mignons et sexy à la fois, quoi. C'est pas une question de perversion, c'est juste une question de besoin émotionnel. Ok, aussi sexuel, mais voilà. Alors j'ai cherché dans le genre des hentai si je pouvais trouver le sexe japanime mignon et sexy que j'espérais voir. À la place, j'ai vu les pires choses imaginables pour le plus pervers des clones de Stifler ou du Todd. J'ai vu des personnages beaucoup trop mignons et pas assez sexy pour les imaginer en plein débat. Se faire violer par des tentacules et dans d'autres situations cauchemardesques. La plupart ayant sûrement dans les 10 ans, histoire de rendre ça plus dégueu. J'ai vu des bites mutantes géantes, chose que j'aurais aimé ne jamais voir. Et j'ai vu des trucs SM dégueux à base de pisse ou de crottes. Et je ne parle pas des animations grotesques, des sons dégueux qui te font demander si les réalisateurs de ces trucs ont déjà baisé avec autre chose qu'une tarte aux pommes. Ou de l'exagération de certaines proportions de l'anatomie féminine. Oui, c'est pourri à ce point, donc je vous en prie,
ne laissez jamais l'ermite moderne vous conseiller un hentai. J'avais cherché dans pas mal d'hentai en plus de ça, dont j'ai oublié pratiquement tous les noms. Et jamais je n'ai trouvé la scène de sexe classe et cinématographique que j'espérais voir. En même temps, dans ces trucs, même dans les scènes de sexe consentant et un minimum romantique, la femme crie et agit comme si elle se faisait violer. Yerk. En fait, il n'y a que 2 hentai que j'ai retenus. Un pour de bonnes raisons, et l'autre pour de mauvaises raisons. Celle pour de bonnes raisons est un petit hentai appelé Kita. Ou Kite, je sais pas comment on la prononce. En fait, je ne devrais même pas appeler ça un hentai, parce que, clairement, il est aussi hentai que Game of Thrones est pornographique. Le but de cet OAV n'est pas le nombre de gamines qui se fait violer ou le nombre de pervers qu'on peut faire bander avec ça, non! C'est une vraie histoire avec de vrais personnages. Les viols ne sont que des éléments scénaristiques pas plus importants que les scènes d'action violentes. En fait, les viols sont même montrés comme les actes horribles qu'ils devraient être. Et ce n'est même pas entre les protagonistes, non, c'est toujours avec le méchant qui profite de l'héroïne. C'est juste que ces séquences sont très explicites pour qu'on ressente bien l'horreur de la situation et la frustration de ne rien pouvoir y faire. Ce qui aurait mieux marché en suggérant et en gardant ça hors champ, mais bon, enlève les scènes de viol et ça devient un sympathique film de tueurs à gages qui veulent se libérer d'un monde de violence et retrouver leur innocence. Et l'autre hentai que je retiens est Bible Black, pour sa débilité incroyable, avec un scénario, des idées qui auraient pu être bien amenées, mais la stupidité de la majorité de l'histoire et le ridicule de certaines scènes m'empêchent de dire que c'est une bonne fiction. Et puis, la voix d'Amy Rose pour la plupart des filles, merci du traumatisme les mecs. Cette série est tellement stupide que je reconnais que je suis tenté d'en parler dans l'ère spoiler. Mais en même temps, c'est assez délicat. Est-ce que ça vaudra bien le coup? Vous trouvez que ça vaut le coup? Vous voulez voir cette série passer dans l'heure spoiler ou non? N'hésitez pas, hein, ça pourrait peut-être me faire décider. Bref, les hentai, un genre tellement horrible qu'il vaut mieux l'effacer de notre mémoire. Qu'est-ce que je faisais Vous étiez en train d'enregistrer un épisode de l'Expoiler, patron. I'm singing there on the moon. We cannot see the sunshine. The city. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi en cliquant ici et n'oublie pas d'aller sur le site pour aller cliquer sur la Magic Box qui est juste ici. I like